Bonjour à toutes et à tous. Je suis Natasha Raaschi, j'enseigne la langue française à l'université de Pérouse en Italie. Je salue très chaleureusement Were King, à qui ce colloque est consacré. Je considère Were, que je connais depuis bien des années désormais, comme une vraie amie. Je salue l'intellectuelle, l'écrivaine, la femme battante surtout, et je la remercie de l'honneur qu'elle m'a fait de collaborer avec moi en maintes occasions. Je salue également les organisateurs de ce colloque, Monsieur Jessé Diama et Monsieur Dorgelès Wessou. Soyez remerciés, tout comme tous les collègues ivoiriens qui sont là et qui participent, les collègues venus des quatre coins du monde et surtout les étudiantes et les étudiants de l'université de Bouaké. Alors, comme vous le voyez, j'ai préparé quelques diapos pour accompagner ma présentation. Le titre de ma communication est le suivant: Variation linguistique et stratégie traductive dans l'œuvre théâtrale de Were King en langue italienne. Donc aujourd'hui, je vous parlerai de traduction et de traduction du français en italien. Vous savez, la langue italienne est une petite langue qui traduit énormément, et donc c'est sur ce sujet que je vais aborder, disons, la lecture de quelques pièces de théâtre de Were King que l'on a publiées en Italie en édition bilingue, avec le texte source en regard, donc le français et l'italien à côté. Alors, on commence. Alors, dans mon introduction, j'ai mis au tout début une phrase que j'aime tout particulièrement d'Antoine Berman: la traduction est mise en rapport où elle n'est rien. Alors, c'est à lui que je confie l'ouverture de mon intervention, parce que la traduction est ici mise en rapport, relation, comme le veut aussi l'étymologie du verbe traduire, du préfixe latin trans, qui signifie passage, et le verbe ducere, de dux, ducis, donc conduire. Signification finale, donc passer à travers, passage, pont, passerelle. La traduction est depuis toujours un univers aussi fascinant que complexe, où le savoir-faire du traducteur ne se limite pas à la décomposition d'un texte et à sa reformulation ultérieure dans un code linguistique différent du premier, c'est-à-dire un passage linéaire de A à B, puisque de nombreuses compétences complémentaires interagissent entre elles de manière synergique avant de parvenir au résultat voulu en langue cible. Et vous voyez que je prends ces définitions de langue source et langue cible de Jean-René Ladmiral, d'un article fondamental qu'il a publié sur la revue d'esthétique. Pour traduire, il ne suffit pas d'étudier les phénomènes linguistiques, mais il est nécessaire de procéder à un examen systématique de la culture qui leur correspond, afin de consolider ses connaissances et de décider quelle stratégie adopter. C'est-à-dire qu'à la base de toute traduction, il est une excellente connaissance de la langue culture cible et de la langue culture source. Donc on ne parle pas seulement de messages linguistiques, mais culturels aussi. Je passe à la diapo suivante. Le cas de Were King est à ce propos très stimulant. Comme tout auteur francophone, elle vit et écrit dans un contexte multilingue, affecté par des signes de la diglossie. Elle se doit de créer sa propre langue d'écriture, et le français n'est pas pour elle un acquis, mais plutôt un lieu de constante mutation et rencontre. C'est pourquoi l'un des traits les plus marquants de sa production est de placer au cœur de la problématique identitaire une réflexion sur la langue, comme vous le voyez, la réflexion sur la langue au centre, et sur la manière dont s'articulent les rapports des différentes modalités discursives présentes dans son théâtre total. La complexité de ces relations donne lieu
à des formes de surconscience linguistique, définition que je prends d'un ouvrage très important de Lise Gauvin, et soulève des questions importantes sur l'acte et le résultat traductif, adapté à l'expression d'un auteur vivant non seulement une situation d'entre-deux, mais d'entre plusieurs. Dans le cadre de cette intervention, je vous présenterai 2 expériences concrètes de traduction du français en italien, de 3 pièces de Where King qui étaient encore inédites quand elle me les avait confiées. C'est ainsi que ces œuvres sont sorties pour la première fois en édition bilingue, comme je vous le disais, français-italien, avec le texte source en regard. Dans le cas de ces livres, il s'agit de traductions collaboratives et non pas de traductions personnelles, puisque j'ai toujours pu compter sur les échanges avec l'auteur, ainsi que sur la révision de Madame Mossetto, Anna Paola Mossetto, qui était le professeur titulaire de littérature francophone de l'Université de Turin, qui a dirigé ces publications. Je vous parlerai donc et je vais vous montrer les couvertures des livres. Voilà. Je vous parlerai donc de Le parler chanté, Parlare cantando en italien, qui est sorti chez l'Harmattan Italie, maison d'édition toujours liée à l'Harmattan France, mais avec siège à Turin, en 2003. Et aussi, je vous parlerai, et c'est la diapo suivante, je vous parlerai donc de Médée, les risques d'une réputation, qui donne en italien Medea, i rischi di una certa reputazione, sorti sous la direction de Anna Paola Mussetto auprès de l'éditeur Libreria Stampatori de Turin en 2006, avec la collaboration de l'anthropologue Sara Tagliacozzo. Je vais dès maintenant vous inviter aujourd'hui à partir pour un voyage où nous pourrons explorer ensemble les différents mouvements caractérisant ce théâtre qui naît sur scène d'une pratique d'échange et de discussion conduisant au questionnement des traditions, à la réinterprétation des cultures anciennes et à de nouvelles formes d'expérimentation. Une multitude de situations face auxquelles le traducteur doit envisager, pour les négocier, des solutions variées. J'ai étudié et reconduit ces pièces au contexte culturel de Where King, où priment les mondes et les formes qu'elle anime en tant qu'auteur de pièces de théâtre, d'essais et de romans, mais aussi de metteur en scène, peintre, musicienne et âme, du groupe panafricain de création artistique qu'elle dirige, le Village Ki. La variation linguistique reste le fil rouge qui sous-tend cette production, et pour cela l'activité du traducteur est particulièrement complexe, suspendu qu'il est entre des langues qui se chevauchent et des cultures éloignées qui comptent sur sa médiation, sur sa capacité à imprégner le polyédrisme du texte littéraire, avec ses différentes couches de sens, les relations qui le constituent. Comme le joueur d'échecs, dont parle Umberto Eco dans son introduction à la traduction des exercices de style de Queneau, le traducteur doit non seulement dire, mais aussi faire, selon l'idée chère à Méchenique dont il parle dans sa poétique du traduire, en restituant ses raisons textuelles, intertextuelles et extratextuelles. La variation linguistique peut s'afficher sous forme minimale, consistant davantage en une allusion ou mention rapide. Par exemple, dans l'enfant bénin, on trouve, et je cite, « lança quelques mots en bassa », fin de citation, qui n'est suivi d'aucune manifestation concrète
confiée le plus souvent à l'improvisation scénique. À un niveau ultérieur, la langue régionale peut être nommée et le français peut intervenir pour la traduire, la gardant ainsi dans une position de dépendance. Au stade suivant, elle réalise une bonne partie des emprunts trouvés dans les textes considérés comme appartenant à la catégorie des realia, c'est-à-dire des termes qui renvoient à des réalités culturellement spécifiques, c'est-à-dire à des éléments de la vie matérielle, religieuse, économique, par exemple des diatopismes de la sphère de la nourriture, comme gombo dans l'enfant bénin. La présence d'autres langues peut s'imposer dans des portions de texte plus significatives. En cela, la traduction implique un défi, car on est appelé à restituer non seulement la lettre d'un texte, mais surtout son esprit, qui est rendu encore plus dense, pour emprunter un mot cher à Kwame Anthony Appiah, Thick Translation, la traduction dense, par la stratification de la polyphonie culturelle. Puisque l'acte de traduction se trouve au cœur d'un tel cadre variationnel, le traducteur se retrouve à opter pour différentes stratégies de traduction, selon le principe de l'hospitalité du traducteur cher à Paul Ricoeur, et à travailler non pas de façon aliénante ou domesticatrice, pour utiliser les définitions de Lawrence Venuti, mais plutôt de manière à rester ancré aux aspects les plus significatifs de l'original, avec les moyens tour à tour nécessaires pour obtenir une traduction qui, tant du point de vue lexical que syntactique, soit toujours respectueuse de l'original. C'est ainsi que pour établir des ponts, des relations entre la traduction et le nouveau contexte, comme l'a soutenu Genette, j'ai opté pour insérer des seuils, progressivement capables d'introduire la traduction dans le contexte ciblé, comme introduction, préface, commentaire à la traduction, et en venir ainsi à déterminer, selon Appiah, une forme de respect de l'autre. Par contre, je n'ai jamais ajouté de notes en bas de page qui seraient, selon Paul Bandia, des digressions informatives très intrusives, avec l'effet involontaire de transformer l'œuvre en un document anthropologique, et j'ajouterai aussi de distraire le destinataire. Après ces quelques prémices théoriques, nous allons vérifier les choix accomplis au sein des traductions publiées. Donc, on va commencer par les choix que j'ai adoptés à l'intérieur de la traduction et de la publication, la première que je vous ai montrée. Donc, on va commencer par le parler, chanter. Alors, lorsque Were King m'a confié le recueil, vous voyez là dans la diapo, le parler chanter, le recueil était composé de 5 pièces, toutes inédites. Mais la publication dont vous avez vu la couverture compte 2 pièces, en particulier La Veuve d'Ilem et L'Enfant bénin. Les autres ne sont pas sortis en traduction en langue italienne. Alors, dans ces pièces, Were King harmonise les éléments culturels les plus éloignés, la valeur spirituelle des masques et des rituels traditionnels s'unit à l'attrait pour quelques aspects de la modernité, produisant un admirable mélange où l'on remarque des images qui remontent aux racines profondes du merveilleux des contes de l'oralité et où tout élément, animaux, chiffres, instruments musicaux, s'enrichit d'une valeur connotative. Dans La Veuve d'Ilem se juxtaposent la voix d'une jeune veuve et la voix off de son mari récemment décédé. Après avoir accusé sa femme d'avoir de nombreux amants, en réalité, ainsi qu'il l'a écrit dans une lettre, c'est lui qui l'a trompée et qui a contracté le virus du sida. L'insertion de fragments de la lettre
qui seuls demeurent pour combler leurs incompréhensions, permettent à la femme de saisir ce que son mari n'arrivait vraiment pas à tolérer chez elle, son indépendance. Et c'est justement à cause de ce manque de dialogue que la confrontation a lieu trop tard. Le mari ne s'est pas libéré de ses doutes et la femme ne s'est jamais entièrement dévoilée. L'enfant bénin est un conte initiatique construit dans le respect de la tradition orale. On y reconnaît aisément les rituels dont parle Julienne Frölich à propos des sociétés d'initiation ayant pour but de transformer les adolescents en citoyens, membres efficaces de la société et d'intégrer les individus dans la communauté. La pièce s'ouvre sur le désespoir d'un homme veuf qui se retrouve seul avec son fils unique Bénin, dont le nom en bassa, idiome du Cameroun du Sud, signifie bizarre. Tout le village protège exagérément le jeune homme, jusqu'à ce qu'un père ne décide de lui donner une leçon de courage. Les entreprises auxquelles il est obligé de se soumettre sont dangereuses, mais grâce à son humilité, à son sens du devoir et de la justice, Bénin arrive à franchir toutes les étapes de son parcours initiatique. Un véritable foisonnement de symboles, couleurs, chiffres, animaux, on disait, prend place devant nos yeux avec les marionnettes toujours présentes dans les spectacles de Waverly King. Leur intérêt réside véritablement dans ce jeu de miroir entre la créature et son double, incessamment adressé au spectateur, comme s'il s'agissait d'objets de bois qui s'animent à une existence éphémère avant de revenir à leur immobilisme originaire. Ces ouvrages prévoient aussi l'insertion de chants, de musique, joués par des instruments traditionnels et modernes à la fois, de danse et du chœur, qui ponctuent l'action. Tout a lieu comme si le seul fait de pouvoir disposer d'un auditoire permettait à de telles pièces d'exister et de transmettre aux artistes l'énergie nécessaire à poursuivre le spectacle. Voilà, je passe à la diapo suivante. Voilà. Alors, quelques remarques, quelques exemples. Voilà. Cet effet de participation se retrouve surtout dans l'enfant bénin. Les conteurs présents sur scène rappellent constamment l'attention du public et sont à leur tour interrogés par le jeune initié à signifier la perpétuité du message et de l'enseignement donné. L'auteur attribue aussi une grande importance à un personnage nouveau, metteur en scène, MS, dont les interventions non seulement scandent et rythment les moments cruciaux de l'action, mais lui donnent en même temps une forte impulsion. C'est ainsi que l'effet de théâtre dans le théâtre est parfaitement atteint. Ces deux pièces de Waverly King nous présentent un monde riche en personnages, qui embrasse le multiculturalisme et les thèmes ethno-anthropologiques. Je me suis interrogée sur la démarche la plus adéquate vis-à-vis des tournures africaines et j'ai choisi de transcrire les notes rédigées par l'auteur, source, il faut le souligner, de nombreux conseils précieux. Ces expressions en langue régionale sont dues à la multitude des personnages présents, venus de divers horizons géographiques. L'on peut par exemple remarquer Beleya, qui en dioula signifie pauvreté, problème. Abolo, qui en Uchi indique la grandeur et la solidité. Guzon, qui pour les bêtés évoque un tamis filtrant à gros trous pour séparer le composé liquide des résidus de noix de palme pour la préparation de la sauce graine. Du Cameroun viennent équier, exclamation de surprise ou d'exaspération en béti,
et l'expression un bon me mani mani pour ça me dégoûte, propre au registre populaire. Il serait en revanche très compliqué de remonter aux sources du nom donné au clavier narrateur, car son origine est multiple, comme vous le voyez dans la diapo. Dino, doigt, Mako, pied, Ngogno, mille pattes, Nkot, musicien, Ngonda, guitare bassa à 5 cordes, Dangui, balafon bassa. Tout cela pour mettre en relief la maîtrise, aussi bien que la rapidité des doigts, jouant du clavier, de la guitare, du balafon, par rapport à l'agilité des 1000 pattes. Puisque les personnages expliquent immédiatement les termes inconnus de leurs racines culturelles par le biais des binômes traductifs, j'ai décidé de garder les expressions en langue régionale, même dans le texte en regard, et donc à ne pas introduire de commentaires explicatifs dans des notes en bas de page. Dans le respect de l'original, je ne suis pas intervenue sur les tournures où le signifiant l'importe, c'est-à-dire sur celles qui ont été prononcées pour éveiller l'attention du public sur l'action en cours. Suivant une technique ancienne, Anguinguilaye est une invocation que le narrateur adresse à l'auditoire pour lui demander son approbation. Il en va de même pour Yuyu, qui indique les cris de joie poussés par les femmes et les enfants pour annoncer l'entrée sur scène de quelques personnages absents depuis longtemps, et encore pour tche tche tche, une exclamation de surprise. Dans les différents cas, j'ai opté pour leur retranscription dans le texte cible. C'est ainsi que les assonances, les allitérations, les exhortations et les cris concourent à la construction du sens et à la restitution de la polyphonie du texte source. Venons-en maintenant aux caractéristiques de la variation linguistique du texte. La pièce que Werdy King consacre à Médée appuie sur les versions d'Euripide, de Sénèque et de Chrysa Wolfe, tout en refusant la tradition de cette mère qui se ferait meurtrière de ses propres enfants. La pièce s'ouvre et se conclut sur un colloque de conteuses qui analyse ce mythe, en multipliant ainsi les voix et les doutes, les questionnements et les réponses. 7 femmes, venues des 4 coins du monde, ont animé la scène du théâtre Baretti à Turin, et leur rencontre s'est située surtout au niveau linguistique, puisque leur langue maternelle était respectivement le français, le guéret, le napolitain et le serbe. Cela se manifeste sur scène lorsque Médée décide de lancer une malédiction contre l'injustice qui voudrait l'écraser, parce que la parole qui intervient au moment du danger ne peut être que celle des origines. Ce multilinguisme ne se retrouve pas dans le texte écrit, où l'on a cependant un chant en bassa, suivi par l'autotraduction en langue française. Ma traduction s'est naturellement inspirée de la vision du spectacle de Turin, qui a anticipé la sortie de la pièce en traduction, et a exigé l'analyse de la production littéraire existant sur Médée pour en maîtriser le contenu molaire ou encyclopédique à la disposition de l'auteur, comme le rappelle Eco d'en dire presque la même chose. Après l'étude des textes parallèles, je me suis mesurée à cette pièce poème, qui se rapproche des rimes, des assonances et des scansions musicales propres au vers classique. Puisque la prose alterne avec les octosyllabes et les dodécasyllabes, c'est la véhémence de la langue qui a le dessus, et c'est justement cette ardeur que j'ai cherché à transposer dans la version italienne, tentant de respecter autant que possible l'original dans sa richesse alchimique, et totalement fidèle
au concept de la loyauté envers le texte source. Cette Médée ressemble au jeu des poupées gigognes, mais son emboîtement présente des frontières flottantes qui s'amplifient pour déborder. Tout comme la transposition continuelle du plan mythique à celui du séminaire sur le mythe, il s'agit encore une fois de femmes qui se mesurent avec Médée pour en fouiller tous les aspects ou pour en laisser entrevoir d'autres, peut-être terribles, peut-être indicibles. Le jeu de renvoi entre ce qui est dit et ce qui ne l'est pas doit pourtant être traduit. De surcroît, il faut accorder une attention constante aux sous-entendus qui parsèment la pièce et font toujours allusion aux questions cruciales de l'actualité évoquées par la nuance sonore à mi-chemin entre les mots français étranger, étrangère et étrange et les traductions italiennes straniero, straniera et straneo. Une étrangère dont l'eau est l'élément fondamental, une eau inquiétante, par moments libératoire, une eau qui est voyage et purification, renouvellement et richesse, car cette Médée se multiplie par 3 pour rendre la complexité, la pluralité du monde des barbares, comme le rappelle Sara Tagliacozzo, l'anthropologue qui a signé aussi un article présent dans ce volume. Ainsi l'œuvre connaît-elle une Médée une Médée rivière et une Médée fleuve, qui sont respectivement devenues Medea fonte, Medea affluente et Medea fiume. Une interprétation qui a permis de créer une sonorité commune, précieuse et fluide en langue italienne. Venons-en à quelques exemples plus précis. Étant donné la complexité de l'œuvre, les critères à suivre pour la traduction ne pouvaient qu'être multiples, comme je vais le démontrer par quelques exemples choisis. En premier lieu, il fallait respecter scrupuleusement les tonalités du texte source, tout comme les pics d'intensité émotive liés à une syntaxe qui s'écarte souvent de la norme de l'ordre direct, où Waverly King se distingue par son talent de musicienne raffinée. C'est justement de musique qu'il s'agit, si l'on considère les jeux de rimes et de sifflantes de la scène 5. Oui, sans pouvoir, l'amour n'était que du vent, et sans amour, les pouvoirs seraient inopérants. Ainsi traduit en italien. Ebbene sì, senza potere l'amore non è niente, e senza amore il potere resterebbe inerte. J'ai essayé de préserver autant que possible les assonances de la langue source et la syntaxe de la langue cible. Dans ce cas particulier, l'italien offrait la possibilité d'insister non seulement sur les sifflantes, mais aussi sur les liquides, provoquant un jeu continuel d'écho, d'amplification et de renvoi, comme l'a si bien préconisé Méchenique, selon qui il est nécessaire de traduire ce que les mots font, l'agir même du langage et du rythme. Ce n'est pas une coïncidence si le recours fréquent au deictique souligne l'importance des mouvements et des déplacements physiques sur scène. Le français utilise également un grand nombre d'adjectifs à respecter en traduisant parce qu'ils permettent d'évaluer l'impasse initiale et l'exaspération qui touche son comble dans la scène finale. Elle se dévêt de sa tenue de prêtresse, de ses voiles de mariée, de son diadème. Elle les enduit de ses poisons les plus violents, les plus subtils et indécelables, qui donne en italien si toglie la tonaca da sacerdotessa, il velo da sposa e il diadema, li cosparge dei veleni più potenti, perfidi et segreti. Ici, l'accumulation transmet le pathos,
Médée a lancé son anathème avec toute l'agressivité que les voix du mal l'ont poussé à manifester, et les sonorités qui l'accompagnent ne peuvent être alors que des dentales. Pour ce qui est des pronoms personnels, l'utilisation du je souligne la lutte titanesque de l'héroïne seule contre tous. Tour à tour, bouc émissaire et sorcière étrangère, abandonnée à son destin, qui, malgré tout, ne renonce pas à imposer son ego. Il prévaut aux côtés d'une troisième personne du pluriel, qui se manifeste aussi bien au masculin pour les détenteurs du pouvoir illégitime qu'au féminin, et c'est le cas des femmes du cœur de Corinthe, qui en intervenant ne font qu'accroître la colère de Médée. C'est ainsi qu'à la scène 5, une Médée exaspérée finit par se dresser même contre Lyssa. « Assez, Lyssa, tu sais bien que je n'ai tué personne, et qu'elles ont tout inventé pour me marginaliser, et mieux se complaire dans leur compromis, qui conforte des pouvoirs sans convention, et après, elles n'ont plus qu'à se taire et à subir, quand leurs enfants le payent de leur vie. Et de ça, je devrais me sentir solidaire? Jamais. » Ce qui donne en italien: basta Lisa, sai bene che non ho ucciso nessuno e che loro si sono inventate tutto per isolarmi e abbandonarsi più facilmente ai loro compromessi, che appoggiano poteri senza tradizioni. Dopo dovranno soltanto subire e tacere, quando i loro figli pagheranno con la vita. È forse questo che dovrei capire? Mai. L'italien préserve donc l'utilisation des pronoms personnels et des adjectifs possessifs, ce qui ne serait pas obligatoire, afin de souligner l'idée d'appartenance et de responsabilité dans le cadre d'une lutte sans merci. Il a été également important de prendre en compte les impératifs, véhicules morphologiques de l'autorité de Médée, et ces phrases trop courtes ou incomplètes qui se reflètent dans la succession rapide des réactions des antagonistes sur scène. L'enchevêtrement des renvois enrichit ces conservations savantes où, d'un point de vue syntaxique, l'original présente plusieurs syntagmes nominaux et une utilisation assez limitée des subordonnés. Étant donné la densité du texte, j'ai préféré ne pas ajouter de notes explicatives qui auraient interrompu le plaisir d'une lecture fluide. C'est ainsi que le traducteur se doit surtout de libérer les expressions apparemment floues de toute ambiguïté et d'éviter les pertes absolues ou les transcriptions qui empêcheraient la compréhension du destinataire. J'ai donc essayé de respecter autant que possible le jeu des compensations cher à Umberto Eco, qui parle justement de perte et d'enrichissement. Pourquoi? Parce que la traduction n'est jamais une superposition parfaite, mais c'est toujours le cas de dire presque la même chose, comme il nous l'enseigne dans son œuvre magistrale. Et j'en viens aussi à mes conclusions. Après avoir parcouru la production théâtrale de Werlicking et avoir compris qu'elle se veut recherche linguistique, remise en cause permanente et méthode de travail qui privilégie le débat, la réflexion, la critique, l'acte traductif nous semble impliquer plusieurs passages dans le sens d'avoir une méthode rigoureuse, une organisation particulière et une certaine spécialisation sur le texte et le contexte linguistique et culturel à aborder. Considérer ce travail comme une tâche à accomplir uniquement à l'écrit serait, à mon sens, limitatif. La traduction théâtrale est en effet un entrelacement de voix qui ne manque pas de partir vers d'autres expérimentations et formes de dialogue, afin de mettre en valeur le mouvement,
et de renouveler sans cesse les jeux de transparence et d'opacité qui la caractérisent. Le but de l'écrivaine semble être celui de secouer les consciences pour conduire à une réflexion et un dialogue constructif. Il serait trop facile de donner des solutions toutes faites de la scène. S'il existe des points de rencontre, paraît suggérer l'auteur, au-delà des préjugés, des intégrismes idéologiques ou des schématismes disciplinaires, ceux-là ne deviendront effectifs qu'à travers un long et difficile parcours de connaissances, d'échanges et de médiation entre des systèmes différents de valeurs, de formes et de langue. De là vient l'originalité de cet effort créatif, qui a le regard tourné vers le passé, comme pour Eurydice, mais dans le but de préparer un futur meilleur à travers la réintégration des traditions ancestrales. L'artiste sait annuler les distinctions trop nettes, les règles trop rigides, en lançant ainsi un merveilleux défi à la tradition qui se fait pont envers des horizons culturels autres. Ce théâtre embrasse tout entier le continent d'où il surgit et offre un brillant exemple de la dimension multiculturelle qui l'anime. Waverly King arrive ainsi à créer une admirable aventure itinérante, non seulement à travers l'amplification des espaces et des temps, mais aussi grâce à la totalité des formes linguistiques utilisées de manière synergique. Pour toutes ces raisons, je conclurai ce parcours qui a commencé avec la mise en rapport d'Antoine Berman, en rappelant un rapport particulièrement émouvant et profond, évoqué par André Breton, parlant d'Aimé Césaire qu'il venait de découvrir à Fort-de-France. Pour lui, la parole d'Aimé Césaire était belle comme l'oxygène naissant. Je reprends alors cette idée majestueuse pour dire que la tâche ultime des chercheurs traducteurs me semble être celle de ne négliger aucun mouvement inhérent à ces mondes culturellement protéiformes et de devenir oxygène constant pour la défense et illustration de cette production passionnante dans un autre contexte linguistique et culturel. Je vous remercie énormément de votre attention et je salue encore Waverly King. C'est à Waverly que cette présentation est dédiée. Merci pour tout. Merci vraiment. Au revoir.